La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour à tous et à toutes. On va attendre encore une minute. Je vois d'autres participants qui entrent depuis les dernières minutes. Alors, je vais proposer on va commencer immédiatement afin de respecter le timing. Alors, encore une fois, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le Mobile Learning. Mon nom est Daniel Auclair et je suis représentant pour EDCO Canada. Donc, on va passer une petite heure ensemble et on va tenter de respecter le timing. Et je vous propose de poser vos questions en direct via la fenêtre de chat qui devrait se trouver en bas à votre droite. Et nous tenterons à la fin de la présentation de répondre à vos questions. Je suis accompagné de M. Patrick Dupéré, qui est directeur des stratégies de formation chez Edicom, dont certains d'entre vous connaissent probablement déjà. Donc, Patrick va m'assister, va entre autres trier les questions qui reviennent souvent au cours de la présentation, afin qu'on puisse y répondre à la fin de celle-ci. Donc, l'objectif du webinaire sur le Mobile Learning aujourd'hui est de faire une bonne couverture du sujet en priorisant d'abord l'aspect technologique. Cette partie est importante et on va y consacrer quand même le temps nécessaire pour bien la comprendre. Du moins lors des rencontres avec les clients, la partie techno demeure évidemment inévitable et on doit régulièrement faire des mises à jour avec nos clients. Alors c'est ce qu'on va faire entre autres aujourd'hui et également de décrire quelques limitations au niveau technologique. On va également dédier du temps à l'aspect pédagogique, même si on pourrait consacrer l'heure au complet juste sur cet aspect. Donc, on va donner quelques pistes de réflexion. Et pour ceux qui ont des attentes un petit peu plus élevées, je dirais en termes pédagogiques, si vous désirez en savoir un peu plus, on va vous inviter à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous montrer quelques exemples de concepts pédagogiques pour lesquels l'utilisation du mobile a été mise de l'avant. De plus, comme je disais, je suis accompagné de M. Dupéré, donc fort de son expérience, Patrick sera en mesure de répondre à vos interrogations quant à l'aspect plutôt pédagogique. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Dans un premier temps, excusez-moi. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la société EDCO. On va faire ça très, très, très court afin qu'on puisse tomber dans le vif du sujet. Mais pour ceux qui ne connaissent pas déjà, donc voici EDCO en quelques mots. Donc, EDCO, c'est un peu plus de 1000 clients. On est présent dans 12 pays. Et on compte sur à peu près un peu plus de 5 millions d'utilisateurs sur nos solutions LMS et l'ensemble de nos solutions plus globales. EDCO Canada est donc implanté depuis 2006 en collaboration avec Edicom. On accompagne évidemment plusieurs sociétés qui sont représentées de façon non exhaustive ici. On peut également constater en haut de la diapositive plusieurs récompenses de l'industrie, dont 2 prestigieux juste depuis 2014, là, un prix américain qui a été décerné par le Training Industry quant à l'innovation technologique et un prix européen qui a été décerné par le Visoko Awards. En fait, chez EDCO, on attache une importance majeure à la recherche et à l'innovation qui est tournée vers l'efficacité pédagogique. C'est d'ailleurs notre mission première. Notre offre, on peut la décomposer comme telle. Donc, au cœur de celle-ci, on va retrouver une solution informatique qui va permettre de créer, de gérer et diffuser de la matière pédagogique. Et quand on pense matière pédagogique, on pense évidemment à tout ce qui touche le e-learning et le rapid learning, mais on va aussi gérer tout ce qui est matière pédagogique quant au présentiel. On vous propose également une solution pour créer des supports de formation et les mettre à la disposition des apprenants. Autour de cette solution globale, on a 2 niveaux de service. Le premier est un niveau de service d'implémentation donc qui permet à nos clients d'être 100% autonomes.
Donc, évidemment, on va les former, on va les accompagner dans leur premier projet afin de s'assurer un transfert de compétences adéquat et bien sûr implémenter la solution LMS, par exemple, en lien étroit avec les SIRH. De l'autre côté, on peut avoir des services d'externalisation qui vont de la création du simple média, on parlait de son, d'image, d'animation, jusqu'à la création complète de ressources pédagogiques. Et bien sûr, bon, le pilotage partiel ou complet d'un projet de formation en ligne. Donc, c'est vraiment à nos clients de définir ou de placer le curseur sur l'offre globale de DCO selon les différentes caractéristiques qui sont propres à chacun de vous. Donc, ce qui en fait vraiment une offre personnalisée. Quand on va parler de modalités d'apprentissage et de possibilités de créer des ressources, donc plutôt sur la partie création, nos solutions vont permettre de créer tout type de ressources. Ça va du kit présentiel, donc des supports à destination de la formation dite plutôt traditionnelle, en passant par le social learning, les évaluations, le serious gaming, ou ludification, c'est le nouveau terme 2014, le e-learning scénarisé, rapid learning, vidéo, etc., etc. Donc, voilà l'ensemble des modalités qu'on va pouvoir gérer dans notre solution. Et ce qui nous amène au sujet du jour, c'est que l'ensemble de ces modalités-là vont pouvoir être diffusées sur des devices ou des supports différents. Donc, on parle d'ordinateur traditionnel, de la tablette et pourquoi pas le smartphone. Donc, la présentation de la société étant terminée, on va entrer donc dans le vif du sujet. J'aurai un chapitre, donc le squelette de la présentation, c'est comme je disais en introduction, c'est un chapitre sur la technologie. Ensuite, on va bifurquer vers l'ergonomie et la pédagogie. Puis, on va terminer par une petite présentation des possibilités offertes par nos solutions. Donc, on commence par le premier chapitre, celui de la techno. Et pour introduire ce chapitre, je vais juste donner quelques grands chiffres. Donc, en fait, c'est pratiquement incroyable quand on regarde ça. On parle de 2 milliards d'unités vendues mondialement en 2013 seulement quant aux smartphones, les téléphones intelligents. C'est des chiffres qui datent que je viens de sortir, donc février 2014, dont la source est de Gartner. Bref, c'est totalement hallucinant. De l'autre côté, à droite, ce que j'ai voulu démontrer dans le graphique, c'est que le téléphone intelligent, le smartphone, envahit le marché si on le compare évidemment au fameux téléphone cellulaire classique. Donc, ça représentait 65% du marché là, au deuxième trimestre de 2013. Ce sont des chiffres français, mais les proportions gardées sont similaires au Canada, aux États-Unis. Évidemment, ces chiffres-là continuent de grimper. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ces chiffres-là, c'est qu'on est clairement aujourd'hui sur un terrain de jeu qui est plutôt intéressant si on veut toucher les apprenants. On est sans aucun doute là, via le mobile sur un support qui est vraiment démocratisé, je pourrais dire, et bien implanté dans notre réalité quotidienne. À ce jour, 40% des organisations qui font du e-learning ont déjà exploité des supports mobiles. Le marché des mobiles aux États-Unis, oui, c'est ça, donc va représenter, puis, évidemment, c'est une projection ici, on parle de 9,1 milliards de dollars en 2015 et un chiffre tout aussi étonnant. C'est la croissance actuelle du mobile learning sur les 5 dernières années, donc on parle pratiquement de 25%, 22,7% de croissance. Donc, clairement, le mobile learning, je traduis au fur et à mesure, c'est pas un simple épiphénomène, donc, ou un simple phénomène marketing, là, comme on a eu droit avec certaines tendances dans l'industrie. Donc là, on est clairement sur une vague de fond et le mobile learning est sans aucun doute la vague à surfer pour développer la formation à distance. On va continuer l'aspect technologique car avant de parler des aspects pédagogiques ou ergonomiques, il faut déjà se poser la question et se faire une bonne tête quant aux aspects technologiques. Alors bon, le premier pas, on va parler des systèmes d'opération qui sont disponibles sur ces fameux supports mobiles. Donc il y en a un certain nombre, mais aujourd'hui, il y en a deux principalement. Et on voit ici dans le graphique les tendances par trimestre. On constate que les choses évoluent encore ici à une vitesse assez incroyable entre les parts de marché qui datent de 2012, qui était une domination totale du système d'opération de l'Apple.
Et quand on regarde aujourd'hui sur le troisième trimestre de 2013, là, on constate la place importante que Android. Donc, il a pris la majorité du marché et ça reste encore un marché très volatile. Mais d'ores et déjà, on peut déjà affirmer qu'il y a un grand gagnant qui est Android sur le plan technologique en termes de système d'opération. Quand on va parler de technologie, bien, il y a trois grands principes à connaître. Donc, dans le mobile learning, la première chose, c'est le langage HTML5. Vous en avez sans doute déjà entendu parler de près ou de loin. Alors, on va évidemment en glisser un mot. Vous avez possiblement aussi déjà entendu parler du responsive design qu'on va couvrir. Et le troisième terme qui est évidemment qui est systématiquement associé au mobile, c'est le terme d'application, les fameuses apps qui sont disponibles via le Apple Store, les Google Play de ce monde, dans lesquels on peut évidemment télécharger des applications. Donc, on va commencer par le premier de cette liste-là, qui est le HTML5. Bon, ce n'est pas nécessairement le plus rigolo, je dirais, en termes technologiques, mais il est important de le comprendre afin de mieux faire les liens et les impacts en termes pédagogiques. Donc, un petit rappel de l'histoire. En 2010, Apple, via Steve Jobs, annonce la mort de Flash au profit de l'HTML5 sur les supports mobiles. En gros, on nous dit en 2010 là, que le Flash ne sera plus la technologie utilisée pour les fameux supports mobiles. Et c'est Apple qui a débuté le bal, mais de fil en aiguille, les autres éditeurs emboîtent le pas et clairement le HTML5 devient le standard. Le problème actuel avec le standard, c'est que le HTML5 est défini par un organisme qui s'appelle le W3C et que c'est un langage qui sera réellement défini en cours d'année 2014. Donc, finalement, on pourrait dire comme ça que l'HTML5 comme standard n'existe pas, et je pèse mes mots aussi, et je tiens ces propos tout simplement parce que si on va sur le site, entre autres, du W3C, on peut suivre l'évolution et l'avancement de ce projet de développement. Donc, en 2012, on a eu les premières recommandations qui étaient définies, mais la recommandation finale aura bel et bien lieu donc en 2014 pour l'HTML5. Puis, bon, 2016 pour l'HTML 5.1. Sur le petit graphique là, ici là, qui n'est pas fait pour qu'on vous puissiez le lire, mais bien pour vous dire que ça existe bel et bien. Vous avez l'ensemble des lots qui sont disponibles ou qui seront à terme disponibles dans l'HTML5 via le consortium. C'est intéressant parce que dans ces lots, on voit la forme que ça va prendre, les possibilités qui en découleront. Dans le cas qui nous occupe ici, il y a des choses, par exemple, qui sont un peu plus délicates dans l'HTML5 et c'est la fameuse partie animation. Et qui dit formation en ligne dit souvent animation. Alors voilà pourquoi c'est plutôt délicat. En théorie, on ne peut pas faire de l'animation en HTML5. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, bon, les navigateurs ont tout de même un peu anticipé l'une ou l'autre de ces normes. Donc, on peut faire bien les choses, mais on ne peut pas faire du développement en ayant la certitude que demain, on va continuer à faire les choses comme on le fait aujourd'hui. Et ça reste le grand défi de l'utilisation et de l'application du HTML5 en date de février 2014. Alors, toujours dans cette logique purement technologique, aujourd'hui, l'HTML5 est supporté par à peu près 40% des navigateurs, bon, les Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les PC traditionnels, on va retrouver une très, très grande majorité de navigateurs qui ne supportent pas forcément le standard HTML5. Donc, et on parle de PC ici dans une réalité d'entreprise où Internet Explorer reste encore la référence. Donc, les organisations continuent en date d'aujourd'hui à déployer, puis ça va être encore pour quelques temps, des contenus flash. A contrario, sur les supports mobiles, ben, il est nécessaire, même on n'a pas d'autre choix, là, que de déployer des contenus en HTML5. Donc, on vit présentement le chevauchement des deux technologies, une double contrainte, une contrainte à respecter. D'un côté, on a le Flash, de l'autre côté, on a l'HTML5, et sur le petit graphique que je viens d'afficher. Donc, vous pouvez voir la tendance qui est projetée en tenant compte du passé sur les parts de marché entre les deux technos.
Donc, on peut voir que sur les années qu'on vient de vivre, la partie HTML5 était vraiment minoritaire, mais petit à petit, cette partie est annoncée comme la gagnante et finalement, le Flash va peu à peu disparaître des technologies d'animation web au profit du HTML5. Ça, c'est clair. On est bien, donc, en ce moment dans une phase transitoire qui devrait s'accélérer, sans doute cette année, donc, du fait de la validation du fameux standard. Pour mieux comprendre la différence entre ces deux standards, voici un petit schéma qui essaie de vous représenter les choses. Vous avez sur la gauche de votre écran 3 navigateurs, donc Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, peu importe. Donc, et on symbolise ici, là, excusez-moi, et on symbolise ici comment fonctionne le plugin Flash. Donc, vous avez en rouge le petit plugin qui représente Flash, qui finalement va interpréter tous les contenus qui utilisent cette technologie. Le travail, disons, de lecture et l'objet qui garantit que le contenu qui a été produit, ce qui est représenté ici par les petits contenus en violet, blanc et bleu. Donc, ce qui va garantir qu'ils vont fonctionner de la même manière sur chacun des navigateurs, c'est le fameux plugin Flash. C'est une application tiers, c'est pas le contenu ni le navigateur, mais bel et bien le plugin qui fait l'encodage et le décodage. Dans le fonctionnement actuel du W3C, c'est pas pareil. On va retrouver des préconisations qui ont été émises par le consortium et vous avez chaque navigateur qui interprète ces préconisations-là. Donc, qui va lire la norme et faire sa propre interprétation et ses propres choix. Et on retrouve X éditeurs de logiciels ou d'édition de contenu qui vont créer des contenus en suivant également ces fameuses recommandations. Donc, on voit où on avait, dans le graphique un peu plus tôt, dans l'autre schéma, on avait un point central là, qui validait, qui faisait fonctionner chaque module. Dans chaque navigateur, ben, n'est plus. Les interprétations des différents navigateurs et d'éditeurs de contenu vont devoir être, j'espère, le plus homogène possible pour éviter des difficultés parce que là, on peut clairement voir que le nombre de combinaisons devient important. Donc, si on veut faire un petit comparatif entre l'HTML5 et le Flash, là, on va dire que l'avantage du HTML5, c'est bien la philosophie du standard non propriétaire, où on n'est plus dépendant d'un éditeur. On n'a plus de plugin à installer. C'est le navigateur donc, qui va gérer cette partie-là. On n'a plus l'effet du chargement page à page. Vous savez, quand on était sur des fameux modules Flash, il y a souvent une petite barre qui indiquait le chargement de la page. En HTML5, on va charger les pages comme dans un site web classique avec du page à page. Évidemment, on gère l'accessibilité, c'est-à-dire la possibilité pour des malvoyants d'utiliser des logiciels qui vont parcourir les pages et permettre de naviguer de façon assistée. Les inconvénients, eh bien, l'inconvénient majeur est la dépendance du navigateur pour le comportement. En vous rappelant le petit schéma précédent, il y a différentes interprétations qui seront multiples à plusieurs niveaux. Donc, forcément, la garantie du fonctionnement ne passe plus par un seul point, mais ça va être des points multiples. Donc, évidemment, il y a une augmentation, ça va présenter une augmentation des tests de qualité et de compatibilité. L'avantage du chargement page à page peut aussi devenir un inconvénient sur certains contenus un peu lourds, où le streaming sera un peu moins bien géré. Et le point, à mon avis, le plus délicat jusqu'ici, c'est vraiment l'incertitude sur la validité des lots. Comme c'est un work in progress, on a de la misère à s'appuyer sur la stabilité incertaine que représente l'HTML5 en date d'aujourd'hui, puisque le langage continue à évoluer et on est toujours en attente de la validité des lots. Et surtout en animation, comme je le disais un peu plus tôt. Alors voilà pour la partie HTML5, on file directement à notre deuxième point technologique, qui est le Responsive Design. Donc d'abord, qu'est-ce que le Responsive Design? Vous avez sans aucun doute constaté pour les utilisateurs de tablettes ou de smartphones, c'est la capacité qu'a un site à s'adapter à l'environnement ou au device qui l'appelle, qui l'utilise. On voit ici trois petites images en bleu qui peuvent devenir deux petites images sur une tablette ou une petite image, une en dessous de l'autre sur un smartphone ou
en format landscape, si on tourne le smartphone de côté. Donc, la page d'écran va vraiment s'adapter en fonction de l'affichage final. Ça reste tout de même intéressant et ça dépend dans quoi on se positionne. C'est quelque chose qui devient réellement nécessaire quand on se positionne au niveau du LMS pour afficher l'environnement dans lequel va se retrouver l'apprenant, afin qu'on puisse lui proposer toutes les choses plutôt informatives dans ce format-là. En revanche, quand vous allez sur des modules de formation à destination plutôt auto-formative, là, le débat est, à mon avis, ouvert et on peut se poser la question sur la composition des écrans. Quand on fait de la pédagogie, on va bifurquer un petit clin d'œil sur la pédagogie. Donc, la forme et le fond sont de plus en plus proches en pédago. Hein. Donc, la position des éléments, le séquençage, le fait d'afficher tel ou tel objet, la position des éléments, etc., peut avoir du sens. Et là, le fait que le device modifie un petit peu les choses, soit on va perdre du sens pédagogique, hein, ou soit on sera obligé d'avoir en amont une composition d'écran très, très, très lourde et même sans doute trop lourde. Donc, nous, chez l'ECO, notre préconisation, le choix sur lequel on tente d'orienter nos clients ce jour, c'est de leur dire responsive design, oui, sur une vision un peu plus macro. Donc, oui sur le LMS, oui sur les éléments qui constituent le LMS. Par contre, sur les contenus proprement dit eux-mêmes, on reste encore dans une logique de conception d'écran parce que ça a beaucoup plus de sens de proposer un écran toujours identique dans une organisation. Donc, le seul point où il va peut-être y avoir une petite révision du postulat que je viens de faire, c'est plus sur le smartphone. Mais finalement, là, quand on aborde ça, c'est pas réellement la forme qui sera importante, mais c'est le fond du sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas déployer, puis je vais en reparler un peu plus tard, donc les mêmes choses sur un smartphone que sur une tablette. Et ce postulat est un petit peu moins vrai entre une tablette et un PC, car on arrive quand même entre une tablette et un PC à la finalité souhaitée avec ces deux derniers. Le troisième aspect technologique, c'est évidemment les apps. Alors, qu'est-ce qu'une app? Ces fameuses applications dans le monde de la mobilité. Alors, je vais essayer encore aussi par le schéma de vous expliquer rapidement comment peut fonctionner une application. Donc, sur la partie gauche de l'écran, on retrouve le fonctionnement traditionnel. Alors, je suis dans une tablette et je vais consulter les contenus par le biais d'un navigateur. Ici, c'est Chrome, à l'occurrence. Donc, je lance mon navigateur, je saisis l'URL, j'ouvre le contenu, je joue mon contenu. Bref, je suis en direct, en temps réel sur le LMS. Donc, évidemment, dans ce cas, l'enregistrement de mes scores, le tracking, va se faire évidemment en direct sur le LMS. Il n'y a aucune vraiment différence avec ce qui se passe avec un ordinateur ou versus une tablette. À droite, on retrouve le fonctionnement avec une application. On va avoir un petit quelque chose de différent que je vous présenterai tout à l'heure plus en détail, en vous montrant, entre autres, comment fonctionne notre application. Alors, via une application ou un programme installé sur une tablette ou smartphone, l'apprenant va se connecter de manière transparente au LMS et le LMS va dire, tiens, tu as des nouveaux contenus, je te propose de les suivre. L'apprenant choisit de consulter un contenu. La première chose qu'il a à faire, c'est qu'il va télécharger le contenu en local sur sa tablette. Donc, de ce fait, si l'apprenant coupe sa connexion, il va donc travailler en mode offline. Il pourra donc quand même consulter son contenu, faire sa formation dans le train, dans le métro, dans l'avion, peu importe. Et dès qu'il va récupérer de la connexion, c'est à ce moment-là qu'un flux va être remonté au LMS qui va mettre à jour tous les trackings, les scores, le temps passé en formation, les statuts, etc., etc. Alors, une application en passant par votre store, donc il vous sera possible d'installer celle-ci sur une tablette ou un smartphone. Donc, on vient de faire un premier point sur les aspects technologiques. Je pense que c'est un peu plus clair. On va maintenant aborder les aspects ergonomiques avant de finir par la partie pédago. Alors, quelques repères ergonomiques. Bon, ça reste une banalité de dire que dans notre cas, on aura des écrans, mais aussi des résolutions différentes et selon le device qui sera utilisé. Donc, on va avoir des résolutions différentes et on va avoir également des manipulations différentes, comme la souris versus l'écran tactile.
Ça va évidemment avoir un impact, et regardons-les ensemble. Par exemple, bon, j'ai pris ici un site d'information traditionnel. Donc, jetons un coup d'œil entre les différences qu'il y a quant à l'affichage via un site web puis l'affichage via une application. On a déjà de toute façon une certaine expérience de ce côté-là avec la presse plus et les fameux médias d'information. Donc, on va réduire complètement la charge cognitive de l'apprenant en supprimant au maximum tous les menus et on va prioriser plutôt les textes avec une police plus importante. Si on zoome, par exemple, sur un article, eh bien, encore là, tout de suite, les polices seront plus grosses. En fait, on est tout de suite centré pour l'apprenant sur le cœur du sujet et tout ce qui pollue autour, qui donne envie d'aller cliquer, ben, à ce jour, est retiré sur les supports mobiles. Donc, si on regarde maintenant la navigation d'un module un peu plus formatif, bon, tantôt on bifurquait sur l'informatif, mais donc, ici sur la gauche, on a un écran traditionnel de e-learning où on retrouve en général un pavé de navigation qui a été recentré, comme ici, bon, avec le bouton suite, retour, menu, tous au même endroit. Alors qu'à droite, excusez-moi, donc, alors qu'à droite, pour l'interface mobile, je vais avoir plutôt le bouton de retour à gauche, droite, de suite à droite. Simplement, lorsqu'on va tenir une tablette, de faire la navigation de façon naturelle avec les pouces et donc d'avoir une navigation simplifiée et épurée. Autre élément ergonomique majeur et qui est un peu la plaie pour tous ceux qui ont créé des contenus e-learning dans les années précédentes, c'est la fameuse problématique du rollover. Donc, le rollover, c'est quelque chose qui a été quand même largement utilisé, et à juste titre, dans les contenus e-learning, parce que ça permet d'amener de l'information en découverte active pour l'apprenant. C'est-à-dire, je survole telle ou telle zone, puis ça va me donner un élément d'information, une question, peu importe. Malheureusement, toute cette partie rollover n'existe pas sur les fameux écrans tactiles. Hein. En fait, on a vu du développement sur la tablette Samsung, mais ça reste vraiment encore très embryonnaire et il n'y a pas vraiment d'usage développé ni appliqué à ce jour. Donc, évidemment, quand le doigt est au-dessus d'une zone qui ne touche pas à l'écran, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, tout ça devra être réorganisé dans des écrans et c'est sans doute une des tâches les plus lourdes dans la mise à jour des contenus existants. L'autre impact, évidemment, c'est évidemment le poids des médias. On est souvent sur des réseaux 3G, même si encore là, avec la 4G, les choses peuvent changer. Même si le débit est important, c'est la continuité dans le débit qui reste une préoccupation première. De façon réaliste, on a du réseau dans l'autobus, mais une fois rendu dans le métro, entre Saint-Laurent et Berry exactement, et je parle en connaissance de cause, on a une perte de signal. Donc, on voit bien que cette problématique de débit et de poids n'est pas négligeable. Donc, on va éviter tout ce qui s'appelle 3D, par exemple, afin de garder les médias le plus léger possible. Et comme à ce jour, le standard d'animation HTML5 n'existe pas, donc il y a des hypothèses du lobbying, surtout faites par les différents navigateurs, mais il reste qu'à ce jour, on n'a toujours pas de standard d'animation, ou un très très vieux, là, qui est le SVG, qui est appelé à mourir d'une mort naturelle. Donc, ça veut dire que la majorité des animations vont être converties en vidéo, MP4, pour le moment, et on espère que pour 2014, là, les choses vont pouvoir évoluer et que le standard va être enfin déclaré. Parce que pour nous, éditeurs de logiciels, là, ce qui est important, évidemment, c'est de continuer à offrir des solutions qui sont pérennes pour nos clients. Alors voilà, on s'arrête ici pour l'aspect ergonomie. On va basculer sur le volet pédagogique. Alors, lorsqu'on pense mobilité, on pense tout de suite à la mobilité de l'apprenant. Mais il n'y a pas que la mobilité de l'apprenant qui peut être tenue en compte, mais aussi celle du formateur. Et si vous me permettez, je vais vous démontrer un bel exemple de ce qui peut se faire dans l'application. Pour la mobilité de l'apprenant, bon, c'est assez évident. Celui-ci télécharge son ou ses contenus sur sa tablette, qu'il soit à l'hôtel, dans le train ou à la maison, puis il va pouvoir donc se former.
Et comme vous l'avez vu un peu plus tôt, aussitôt qu'il va récupérer la connexion Internet, bien, tout son tracking va être remonté au LMS. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir tirer avantage de la mobilité auprès des formateurs. Donc, on peut par exemple avoir un formateur ou un directeur commercial qui désire faire monter en compétence ses équipes. Eh bien, celui-ci peut partir avec sa tablette, se rendre dans des points de vente, à l'étranger, à l'usine ou en classe, bien évidemment, former ses collaborateurs. On va essayer de regarder comment ça fonctionne, ce type d'organisation un petit peu plus tard, mais pour le moment, on va revenir juste à la partie pédagogique. Ce qu'on tient en fait à rappeler, même si ça peut paraître encore là comme une évidence, c'est que chacun des supports technologiques va être utilisé dans un lieu et un espace-temps différent. Le PC, on va parler donc d'un usage professionnel au bureau. La tablette, on parle souvent d'un usage même personnel, voire même en famille, hein, avec des enfants, mais aussi sur des populations itinérantes. Donc, comme je disais en exemple tout à l'heure, donc un technicien, un directeur commercial, un ingénieur, même les médecins, les infirmières, on voit ces solutions-là de plus en plus déployées, et aussi donc les fameux formateurs. Pour le smartphone, c'est d'abord un outil de communication. On en fait d'autres usages, évidemment, mais c'est proche de nous. Hein. On est facilement rejoignable avec les fameux smartphones. On les transporte partout. Donc, voilà. Chaque device est vraiment propre à son lieu et à son temps. Ce qui va impacter, bien évidemment, les contenus qu'on va déployer sur ces fameux supports. Donc, sur le PC, on continue à faire tout ce qui se faisait avant, du serious gaming, du e-learning scénarisé, du rapid learning, etc., j'en passe. Sur la tablette, on va plutôt privilégier des supports de rapid learning ou du fast learning, même si on voit que naturellement, les usages PC et tablettes, bon, ça rime et se rejoignent. En revanche, là où il y a une vraie séparation, c'est sur les smartphones. Donc, on y voit dans cette utilisation des outils beaucoup plus dédiés aux évaluations formatives, des prérequis en amont d'une formation, des évaluations sommatives parfois, et un outil de communication, comme je disais, qui va permettre de faciliter les usages, entre autres, du social learning. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, chacun des devices, même si on a une convergence entre les tablettes et les PC, on a quand même des tendances qui sont distinguées et il y a une rupture, évidemment, donc claire avec l'usage du smartphone. Donc, en résumé, le mobile learning positionne un peu plus l'apprenant au cœur du dispositif de formation parce qu'on peut clairement dire que la portée des outils technologiques ne fait presque plus qu'un avec l'apprenant, et pour ne pas dire fusionnel chez certains gens. Donc, le mobile learning, par le biais de ces nombreux canaux, multiplie les opportunités de l'apprentissage, donc on en tire avantage. Et le dernier point, c'est de donner du rythme à une formation. Donc, de placer la formation dans une continuité pour l'apprenant. De créer, bon, une super formation qu'on donne one shot sur la tablette, oui, va avoir son effet, mais prendre avantage du mobile, c'est aussi profiter du bon timing car notre apprenant est facilement rejoignable. Donc, ça va dans le sens de l'efficacité pédagogique. Attention aux pièges. Alors, il y a quelques pièges par rapport à ça. Donc, ça va rejoindre ce que je viens de dire, en fait, à la diapositive précédente. Il ne faut pas s'en tenir qu'à une seule équation simple, hein? C'est-à-dire qu'à faire qu'un super cours, comme je disais, donc qui va être diffusé sur une tablette, mais plutôt de jouer la carte du rythme et de la fréquence avec la mobilité. Ne pas tout miser sur l'HTML5, je l'ai dit, c'est encore un petit peu trop tôt à ce moment-ci. C'est assurément la voie là, mais pas tout de suite et vous risquez de toute façon ça va être à double tranchant. Évidemment, c'est peut-être un petit peu moins vite que prévu. Alors, le mieux pour l'instant, c'est vraiment de viser la double technologie. Autre piège, le mobile jamais va remplacer. Ce n'est pas un produit miracle, il ça se place comme un excellent outil supplémentaire qui vient complémenter les dispositifs actuels. Mais non, le mobile ne remplacera rien, en tout cas pas en date d'aujourd'hui. L'autre piège, l'HTML5 n'est pas plus léger que Flash. On l'entend souvent, celle-là.
c'est important de le rappeler, là, sans doute la voix de Steve Jobs qui résonne encore, mais il n'y a pas d'avantage de poids. Ça dépend des médias qu'on va intégrer. Et voilà. Je m'arrête là pour respecter le timing. Je vais donc basculer dans la partie démonstration de l'application. Ensuite, on va aborder la partie questions-réponses. Alors, pour vous situer dans les outils qu'on va utiliser dans cette démonstration-là, on va faire un petit point sur notre gamme. Donc, IDECO Learning Suite est une solution modulaire qui peut être activée en deux grands blocs, soit uniquement la partie LCMS, où on va permettre de créer et de gérer des contenus, ou soit la partie LMS qui est là pour diffuser des formations, et évidemment les deux qui travaillent dans une parfaite collaboration. Sur chacune de ces parties, vous avez la possibilité de travailler sur le web ou en mode déconnecté offline via une application qui, elle, va vous permettre de travailler sans une connexion Internet. Mais dès qu'on va récupérer la connexion, les contenus vont être synchronisés avec la partie online. Donc, si je produis des contenus en mode offline sur mon LCMS, bon, ceux-ci seront mutualisés aussitôt que je vais récupérer la connexion sur mon espace online. Même chose pour la tablette. Mon apprenant peut se former donc offline, puis aussitôt qu'il récupère la connexion, comme je disais, tout son tracking va être remonté au LMS. Alors, c'est d'ailleurs ce que je vous propose d'aller voir tout de suite. Donc, on va commencer par le premier cas que je démontrais tout à l'heure, donc le cas apprenant. Donc, je vais lancer l'application de CEO. Je vais donc entrer mon nom d'usager et mon mot de passe. Voilà. Je me retrouve donc, à l'heure actuelle, je suis en ligne, comme vous pouvez le voir. J'ai mon icône et j'ai aussi mon icône News, donc les nouveaux contenus. Et comme il est actif, là, je vois que j'ai du nouveau contenu, alors je vais juste aller cliquer dessus. Et dans ce menu, là, je me retrouve avec tous les contenus que je n'ai pas encore téléchargés ou installés sur ma tablette. Donc, je vais aller choisir de télécharger un des contenus. Brazil Culture dans ce cas-ci. Voilà. Et là, le contenu va se charger sur la tablette. Une fois chargé, il y a une petite icône là, qui m'indique que ce contenu est bel et bien sur ma tablette. Alors, je reviens donc à ma page d'accueil. Maintenant, je vais donc pouvoir lancer ce contenu-là. Alors, vous voyez ici que je suis en ligne. Je vais donc passer en mode offline et je vais donc démarrer ma formation en allant sur Launch. Évidemment, en passant, nos solutions sont disponibles en 5 langues. Donc, je vais démarrer ma formation. Je me retrouve donc dans une formation ici qui est en HTML5, évidemment, qui a été produite avec nos outils, et nos outils, soit dit en passant, mais ça peut être n'importe quel contenu HTML5. Donc, je vais donc avancer un petit peu dans le contenu. Ici, j'ai des cartes sur lesquelles j'ai l'information à découvrir. Je vais passer à la page suivante. J'ai un petit QCM. Je réponds donc aux questions. Comme toute bonne formation, j'ai du feedback qui se déclenche suite à la réponse que j'ai fournie. Donc, le but ici, ce n'est pas de vous montrer comment fonctionne le contenu en ligne, mais plutôt comment fonctionne le tracking. Donc, je vais arrêter et sauvegarder tout cela. Je reviens donc dans l'espace d'accueil et je me connecte à nouveau à Internet. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir accès aux résultats. Donc, je vois donc mes résultats avec le tracking que je viens de faire. Alors, évidemment, bon, ça se voit sur la plateforme. Je vais donc fermer mon application. Ce qui est intéressant, c'est de jeter un regard sur la plateforme LMS du côté formateur ou apprenant. Je vais aller démarrer le LMS de façon traditionnelle. Donc, j'ai ma page d'accueil du LMS traditionnel qui, évidemment, là, on est branché en ligne. Je clique sur l'onglet Courses, qui est parcours de formation, où je vois tous les contenus auxquels j'ai été inscrit. Bon, j'ai un petit tracking qui vient monter ici. Je peux aller également voir dans l'onglet Résultats le détail des réponses que j'ai même fournies un peu plus tôt en cliquant ici sur Answers. Donc, j'ai rentré 180. On va rester 4 secondes à la page QCM. Donc, voilà.
cette information, donc, l'information donc, de tracking a été remontée jusqu'au EMS, puis je vais être évidemment en mesure de garder le tracking. Au niveau des formateurs, ben, je vais accélérer afin qu'on puisse être déjà rendu 40. Donc, je vais accélérer afin qu'on puisse garder du temps pour répondre aux questions. Au niveau de la même logique, je dirais, au niveau de formateur ou directeur commercial, comme je disais tantôt, un technicien qui va fournir une formation à des collaborateurs. Bref, le formateur va être appelé à travailler avec ses apprenants sur des exercices pratiques sur une tablette. Et bien, de la même manière, quand il va rentrer à son bureau, tout ce qu'il va avoir à faire avec ses apprenants en salle, tout ce qu'il va avoir fait avec ses apprenants en salle va être remonté sur la plateforme. Alors, comment ça marche? Encore là, on démarre l'application EDCO. On va donc se reconnecter sur l'application mobile en tant que formateur. Je vais donc aller pouvoir gérer l'ensemble de mes apprenants. On imagine ici que je rencontre un apprenant. Excusez-moi. Donc, je rencontre un apprenant en magasin. Celui-ci fait partie de ma force commerciale. Donc, je vais donc aller gérer sa formation. Je vais lui demander d'aller faire tel ou tel contenu, etc., etc. Donc, j'ai passé, j'ai cliqué donc sur Launch. Donc, on va encore choisir Brazil Culture pour le plaisir de la démonstration. Donc, l'apprenant va suivre donc, sa formation. Tout à l'heure, comme j'ai fait tout à l'heure, encore ici, le but, c'est pas de montrer le contenu, là. Et aussitôt que je vais récupérer donc de la connexion, que je vais indiquer ici, donc je peux aussi forcer la synchronisation ou simplement attendre que ça se fasse de façon automatique. Donc, encore là, on va pouvoir accéder au reporting. Évidemment, bon, le reporting est bâti en fonction des variables que vous avez prédéterminées, que ce soit global ou apprenant par apprenant. Donc, voilà pour la petite démonstration de l'application EDCO qui sera disponible en fait au deuxième quart de 2014 où on va pouvoir les télécharger. On les a déjà en version bêta. On est dans la finalité des tests de compatibilité d'assurance qualité. Et on va parler de Windows 8, de la disponibilité pour Windows 8 disponible en cours d'année seulement. Alors voilà, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Comme je le disais tout à l'heure, mon collègue Patrick a déjà traité quelques questions. J'en ai vu passer moi aussi. Alors je vais l'inviter également à y répondre directement s'il le veut bien. Donc l'important, ça va être de répondre le plus possible à vos questions. Il reste un bon 15 minutes pour trouver cette partie-là. Alors Patrick, je te refile probablement déjà des bonnes questions au niveau pédago. Oui, bonjour Denis, bonjour tout le monde. Je suis bien content de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Effectivement, j'ai reçu quelques questions là, via la fenêtre de questions et le chat. Donc, rapidement, aussi Daniel a peut-être quelques questions dans lesquelles tu pourras compléter les réponses. Principalement, donc, au niveau technique, il y a des petites questions. Qu'est-ce qu'un rollover? Bien sûr, c'est une question qui est au niveau technique. Quand on parle de tablette, on a changé, disons, la façon de naviguer, compte tenu du fait qu'on utilise nos doigts et le multipoint. Le multipoint, c'est-à-dire qu'on peut poser nos doigts sur la rollover. C'est le fait lorsqu'on survole avec la souris lors d'un inventaire, l'information de contenu s'affiche. C'est ce qui n'est pas, ou ce qui est très difficile à répéter au niveau là, des éléments mobiles, que ce soit la tablette ou les smartphones. Donc, il faut trouver un autre aspect technologique là, pour répéter ce comportement-là du PC. Donc, c'est ce qui définit le rollover. Autre chose, que pensez-vous du Tin Can dans le mobile? Donc, à haut niveau, c'est sûr que le Tin Can est un protocole de communication au niveau de l'information entre le device ou la tablette et l'aspect LMS. Bien sûr, quand on parle de protocole ou de standard de communication, on a toujours l'enjeu d'adhésion. Donc, que ce soit au niveau du LMS comme tel, certains LMS n'ont pas ou ne répondent pas à ce standard-là. Donc, c'est sûr que c'est une belle avenue pour faire le tracking ou le suivi des informations. Mais, bien sûr, là, ça reste un standard. Donc, c'est l'adhésion qui gère un peu le développement de ça. Tu avais quelque chose à ajouter, Daniel?
Non, une très belle Non? couverture. Moi, c'est ça, en fait, au niveau des questions, là, tu l'as répondu tantôt, qu'est-ce qu'un rollover? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Ben moi, j'en ai. J'avais des outils, bien sûr. Le meilleur outil, je vous dirais, ça va dépendre des besoins de votre organisation et qui les utilise. Bien sûr, on parle des outils pour le développement de formation mobile. On parle de Dreamweaver, Articulate, Captivate. Je vous dirais, là, c'est des bons outils. Ils publient et ils ont souvent la possibilité de publier en différents formats, que ce soit en HTML5 ou en format Flash. Donc, c'est sûr que bon, on a ici là, des outils là, qui ont quand même une bonne réputation et qui sont disponibles sur le marché, mais tout dépend de votre besoin au niveau organisationnel et de vos capacités ou vos compétences à utiliser ces outils-là, c'est certain. Il y avait une question, combien coûtent les logiciels IDCO? Daniel, je pense que tu peux peut-être répondre à cette question-là. Oui, si on peut me repasser le micro. Fabuleux. Alors, on me demande combien coûtent les logiciels de DCO. En fait, rapidement, la mise en marché des logiciels de DCO, c'est 100% SaaS. Et c'est des prix mensuels. Donc, on a parlé de deux gammes de produits tout à l'heure. On a parlé du LCMS et du LMS. Évidemment, bon, il faut quand même s'asseoir avec vous plutôt au niveau partie LMS. Mais au niveau du LCMS, là, on parle de 69 $ par mois jusqu'à 149, 189 $ canadiens par mois. Et ça, ben, vous pouvez le prendre, par exemple, pour 3 mois le temps de développement et ensuite d'arrêter le service de développement. Et voilà. Donc, ça varie vraiment selon le nombre d'utilisateurs. Il y a beaucoup de variables à tenir en compte, mais on parle d'à peu près 69 $ par mois pour faire du développement de Rapid Learning. Jusqu'à 149 pour faire de la scénarisation. Mais on peut même tomber dans la gestion de projet et c'est d'ailleurs un beau bijou de produit de ce côté-là. Oui, alors, j'invite à communiquer avec moi, oui, c'est ça, j'invite à communiquer avec moi si vous avez vous avez des demandes particulières et je pourrais vous faire avec grand plaisir une offre de service. Oui, donc je pense que j'ai une question qui regroupe peut-être j'ai un groupe de questions qui est à propos là, de fonctionnement de l'APS en tant que tel et de créer en fait du contenu. Donc la création du contenu et le fonctionnement de l'APS est deux choses totalement différentes. Donc pour créer les contenus, on utilise un logiciel auteur ou du code. Et puis à ce moment-là, une fois que les contenus sont créés, qui sont portés à l'intérieur du LMS, donc l'APS va chercher ces contenus-là et les importe là, dans l'APS. Donc, oui, l'APS de IDCO est déjà existant, donc il va simplement chercher les contenus qui sont créés à l'aide d'outils auteur. Je ne sais pas, il y a plusieurs questions qui sont en lien avec ça, donc je pense que ça répond à 2-3 questions dans le lot. On parle au niveau de l'intégration de contenu et de création de contenu. Donc, vraiment, là, ça ne change rien au niveau du processus de création de contenu. L'APS va simplement télécharger ou amener les contenus là, au niveau là, du mobile. De l'appareil mobile. Autre aspect, peut-être une autre question. Au niveau de l'utilisation en classe, avez-vous des statistiques à ce propos? On peut regarder là, de notre côté ou faire parvenir dans le fond des statistiques en lien avec l'utilisation en classe et de mobile, si je comprends bien la question. Donc à ce moment-là, nous, on va faire en sorte de vous répondre par courriel, donc on va vous transmettre ce qu'on a comme information. Avec l'HTML5, une autre petite question ici, avec l'HTML5, va-t-on devoir privilégier du contenu moins dynamique par rapport au Flash? Comme disait Daniel tout à l'heure, le souci de démontrer ou d'animer des choses demeure très important dans la pédagogie ou l'aspect pédagogique. Et je vous dirais que lorsqu'on design au niveau pédagogique du contenu, il faut vraiment se positionner à ce moment, lorsqu'on design ce contenu-là, à savoir quels sont les besoins de nos apprenants. On s'entend que le mobile permet d'accéder à de l'information ou à comprendre une certaine nature d'information. C'est vraiment de se positionner ici et maintenant, si je peux dire ainsi, qu'est-ce que mon utilisateur ou mon apprenant a besoin. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessairement toujours une animation, une présentation? Mais c'est sûr que dans certains cas, il faut démontrer des choses. Oui, effectivement, on perd un peu de cette démonstration, de cette dynamicité-là au niveau du HTML5, mais il y a peut-être d'autres façons de démontrer des choses, justement.
Donc, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une question? Oui, ben, I2CO, fournissez-vous un logiciel pour le contenu qui est compatible avec l'APS? Daniel? Excuse-moi, ça a coupé. Donc, Excuse-moi. fournissez-vous Un logiciel pour créer le contenu mobile? Ben, en fait, la solution est la même. C'est le LCMS. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, le LCMS va permettre de créer du contenu et de le publier en HTML5. OK. Donc, j'ai une question ici en lien avec l'éditeur ou le créateur de contenu. Donc, on peut l'exporter en HTML5 et en Flash? Oui, exactement. Donc, pour l'instant, comme je disais, là, on chevauche le jeu de technologie. Pour l'instant, donc, on va publier. Ça va rester qu'un seul cours, un seul parcours qu'on va publier. Et donc, on va vraiment valider le device qui l'appelle. Est-ce qu'il y a un plugin Flash installé? Si oui, ben, on va le partir en Flash. Sinon, ben, on le démarre en HTML5. Pour l'instant, c'est la façon claire de faire. Donc, pour bien répondre à la question qu'il va avoir, le LMS va détecter dans quel format il doit le présenter à l'utilisateur. Exactement. Une autre question. Comment voyez-vous l'évolution des outils de création de contenu et des outils plus simples pour faire du text quiz ou y aura-t-il des évolutions plus complexes? Bon, c'est sûr que bon, le futur est difficile à prévoir, mais bon, c'est sûr qu'avec les puissances qui sont mises au niveau là, des appareils mobiles, on parle maintenant de capacités de plus en plus grandes et même plus puissantes qu'un ordinateur. Donc oui, je crois que les outils vont évoluer en simplicité et vont être de plus en plus accessibles et de plus en plus puissants pour rencontrer, disons, toutes les solutions possibles. C'est sûr que bon, on parle d'ici sur quelques années, mais si on fait un retour en arrière, on peut regarder là, principalement sur l'évolution des systèmes et même des appareils. On n'a pas besoin de reculer très très loin, là, on parle de 2-3 ans là, pour voir là, une évolution très très marquée là, des capacités là, au niveau des systèmes. Donc, c'est ce qu'on a comme question jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Évidemment, n'hésitez pas à vous faire parvenir encore des questions si vous en avez. On va les répondre à ce moment-là là, par courriel. Exactement. Daniel, est-ce que tu as, oui, c'est ça. Une conclusion? Donc, oui, exactement. Ben, moi aussi, donc, je vais prendre le temps de vous remercier. La participation ce matin a été c'est incroyable. Donc, le CO organise souvent des déjeuners causeries ou des webinaires comme ça. Donc, je vous invite à nous suivre sur les différents médias sociaux, entre autres LinkedIn. Et donc, on essaiera de se faire une autre partie pour le printemps d'un autre webinaire. Alors, merci encore. Si vous avez des questions, comme Patrick l'a dit, vous pouvez me les faire parvenir à moi et je pourrai tenter d'y répondre au mieux. Si je n'ai pas la réponse, ben, j'irai chercher réponse à vos questions. Alors voilà. Merci encore de votre participation. Et au plaisir.